les axes, les polarités planétaires ascendant-descendant, puisqu'il y a trois grandes catégories. Les polarités planétaires Saturne luminaire, vous voyez les deux signes qui sont concernés ensemble, on va les dire tout de suite. Les polarités Mars-Vénus et les polarités Mercure-Jupiter. Les polarités Saturne luminaire, c'est les ascendants Capricorne, Verseau, Lion et Cancer. Les polarités Mars-Vénus, c'est Bélier, Balance, Taureau, Scorpion. Et les polarités Mercure-Jupiter, ce sont les ascendants Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire. Et là, ça donne fondamentalement trois tempéraments différents. Le plus délicat, à mon sens, c'est celui qui pose des problèmes d'identité. C'est Saturne et le luminaire. Donc, il se présente à vous avec l'épée dégainée, constamment, l'épée à la main. L'épée ne reste pas dans la Saturne. Là, vous demandez des dessins à Marie-Thérèse, qui est ascendant Capricorne. Eh bien, elle ne peut pas, vous êtes en train de la martyriser, parce que même si c'est un dessin qu'on mettra dans le musée dans 20 ans, eh bien, elle est terrifiée par le jugement qu'on pourrait porter sur elle, surtout si on accroche à côté d'un grand peintre. Elle va dire, je vais pas être si bien que le grand peintre avec qui je vais être. Donc elle est martyrisée. Comme on voit qu'on ne connaît pas le modèle, ça simplifie les choses. Oui. Donc les gens, tout à l'heure nous étions avec une dame qui préfère aller se promener dans la campagne. C'est la polarité Mars-Vénus. Donc là, dès qu'on entend ça, on dit, ah voilà, là, la polarité identitaire est Mars-Vénus. Et la personne qui est curieuse, qui veut s'informer, qui veut communiquer, là, ça sera la polarité Mercure-Jupiter. Et donc, des avantages. Je voudrais revenir à la question que je vous ai posée, monsieur. Vous êtes en train de parler des aléas des naissances retardées, et notamment même une naissance qui serait retardée de quelques minutes ou de quelques heures. Et si on considère que l'ascendant, vous vous rendez compte que ça me paraît terrifiant d'imaginer que tout le destin de la personne, puisqu'il ne peut pas être dans la même maison, l'ascendant ne sera pas le même, peut être déterminé par un retard de quelques minutes ou en tout cas de quelques heures. C'est la vision qui semblerait que de Chantal. Celle d'autres astrologues serait plutôt de dire que justement est déjà formé et que si on laisse les choses se dérouler normalement, le thème correspondra, et si on intervient artificiellement, ça ne correspondra pas. Mais on laisse entendre que c'est l'enfant qui détermine le moment de sa naissance en rapport avec ce qu'il est, et non pas qu'il est ce que le moment de sa naissance dit qu'il est. Mais vous, par exemple, vous allez me dire, par exemple, si je vous dis, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre l'ascendant Scorpion et l'ascendant Sagittaire? Bien sûr, c'est deux polarités différentes. Mais physiquement, est-ce que vous connaissez des gens d'après leur ascendant? Non. D'après le soleil, vous préférez que ce soit le soleil que l'ascendant? Il y a une théorie selon laquelle c'est l'ascendant qui déterminerait. Moi, je sais, quand j'avais appris l'astrologie il y a 40 ans, on disait c'est l'ascendant qui est le physique, et puis le soleil qui est plutôt l'intérieur. Oui, parce que l'écrivain là-bas du moment l'avait mis, tout le monde a lu ça, et puis c'est une théorie, ça fait un aphorisme, oui. Tout le monde est parti. Mais quand on pense à une chose pareille, par exemple, moi à une époque, je me souviens en 67, ou en 68 plutôt, quand je faisais de l'astrologie en Israël d'ailleurs, je m'amusais à retrouver l'ascendant des gens d'après leur physique. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, 40 ans après, je me dis que c'était de la folie furieuse sur le plan théorique. Est-ce que ça marchait? Oui, mais ça marchait. Ben oui, mais c'est pas un argument. On en a parlé hier, cher ami. La marché, c'est pas un argument. Le fait est que, imaginez que le physique de la personne puisse changer en l'espace de quelques minutes, selon qu'on passe de l'ascendant Scorpion à l'ascendant Sagittaire,
alors que c'est toute une morphologie qui est en jeu, c'est de la folie furieuse. Non, parce que ce n'est pas que la morphologie de base qui est liée au code génétique. C'est après toute une évolution. Oui, parce que on est marqué par ça. À l'installation du code génétique, vous le mettez dans deux familles différentes, eh bien, il va prendre la latéralité, il va prendre la frontalité, il va développer la mâchoire, ou il va faire une fixation au stade oral. Donc ce ne serait pas à la naissance, ce serait pas à la naissance en fait. Ah oui, d'accord. Ça correspond à son état psychique par la suite. Mais malgré tout, il y a des cas où on parle quand même de l'infrastructure, de la base physique, et ça, ma foi... et le vécu fait un modelage. Oui, mais jusqu'à un certain point. Le vécu fait un modelage à un certain point, mais moi, vous dites, il y a quand même il y a certains moments où, bon, vous essayez de vous en sortir, mais il y a certains moments où on a quand même l'impression que parce que lui, il est très zodiacal. Alors, le passage d'un signe zodiacal à un autre, parfois les signes sont tellement différents les uns des autres, on se dit qu'à peu de choses près, par exemple, vous, par exemple, est-ce que vous tenez compte du fait qu'une planète puisse être, par exemple, à la fin d'un signe ou au début d'un signe, par exemple? Est-ce qu'à quelques minutes près, elle va basculer d'un signe à l'autre? Est-ce que vous allez dire, ah oui, jusqu'à 29 degrés, 59 secondes, 59 minutes, 59 secondes, on est dans un signe, et puis une seconde après, on est dans un signe? Il y a un auteur américain qui a fait ça, j'ai plus souvent maintenant, mais les conjonctions, par exemple, avec une planète dans un signe, et à la fin d'un signe, et une autre planète dans un signe. Il y a tout un travail chez Tierney, je crois. Tierney, voilà, qui a fait ce travail-là. Là, je n'ai pas encore compris, mais je regarde de près pour essayer de comprendre ces nuances, parce qu'effectivement, quand on est enfin, c'est moi, j'ai la Lune enfin, mais j'ai aussi Pluton en fin cancer et Mars en Lion. Alors, il y a des corrélations où c'est ça le grand problème, c'est des subtilités. Oui, le grand problème, c'est que certaines choses, on peut les mettre sur le compte de différentes configurations. Ça peut être la Lune ceci, ça peut être un aspect cela, mais en fin de compte, c'est bien difficile d'isoler un facteur du thème parce que une fois que vous l'expliquez, vous pouvez l'expliquer de différentes façons. Oui, et puis c'est vrai qu'il peut y avoir tout et son contraire, mais après, le tout, c'est d'arriver à une synthèse de tout ça, en fait. Parce que l'individu, il n'est pas, c'est pas des quartiers. Et la réalité, elle a fait la synthèse. Voilà. Nous, on essaye. Voilà, mais la réalité, elle a fait pour nous. On a une synthèse, surtout c'est des synthèses. Et puis rien n'est figé. Un jour, on est comme ceci, le lendemain, on est comme cela. Dans l'alchimie de toutes ces notions. Ça, c'est. Bien sûr, on est dépassé. Oui, voilà, je crois que c'est impressionnant et ça donne le vertige, mais tant pis, il faut escalader. Le vertige. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les cases. Je crois que l'astrologie ne fait pas rentrer les gens dans les cases. Non. Sinon, ça ne peut pas faire, justement, parce qu'on est trop une alchimie de plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, on ne peut pas rentrer dans les cases. Alors, on suppose des suppositions, et puis voilà, on adapte, on essaye de trouver un peu. C'est comme en cuisine, il y a des plats qui réussissent à certains jours, et quand la lune est différente, dans le genre réussi, lorsqu'on plante des croissants, lorsqu'on plante avec des croissants. C'est ce que vous en pensez de ce que vient de dire Chantal Maury sur la notion de case. Est-ce que l'astrologue a vocation à remettre les gens dans leur case, quand ils en sont parfois sortis d'ailleurs, ou est-ce qu'au contraire à les aider à en sortir? C'est le grand question. C'est vraiment un des problèmes qui me préoccupe le plus On peut les aider à construire leur case, parce qu'on est bien dans sa case quand c'est nous qui les reconstruisons, comme on est bien dans sa maison. Mais ça serait une case, ça serait une case qui n'existerait que pour nous. Voilà, oui. C'est sur mesure. Ça serait du sur mesure. Ah oui, c'est du sur mesure. C'est comme le sketch de alors, c'est très loin de comme le sketch de Fernand Arnault. Oui, parce que le tailleur, il veut faire rentrer Fernand Arnault dans un costume mal fait. Alors il lui dit, vous mettez mal. Oui, pas ça. Alors, je contrôle le ménage. Et là, après, il leur fait une conclusion magnifique. Il dit, les gens dans la rue, ils vont dire, celui-ci, il a vraiment de la chance d'avoir trouvé un bon tailleur pour faire un costume aussi bien foutu, sur un gars aussi bien foutu. C'est les deux côtés de la chose. Est-ce qu'il faut encore rendre un hôtel en se disant voilà, il faut que je me batte à Mars, comme ça, il a fallu que c'est là, ou s'il faut vraiment que je me. Comme mon costume, comme la luminosité se manifeste comme ça, parce qu'il y a une racité, comme ça, donc avec
vénicité va pas être la même que celle de l'autre, qui a même l'avait mise au même degré, parce qu'il aura tout un autre contexte que les planètes, aussi cette souplesse, cette subtilité qui est intéressante en astrologie. Mais vous, c'est assez bien, vous continuez avec les astrologues, on s'aperçoit que tantôt il parle de l'astrologie d'une manière, tantôt il parle d'une autre manière. Donc lui, à notre moment, il va vous parler des gens qui sont typiquement béliers ou typiquement sagittaires, en montrant que statistiquement même, on retrouve chez ces gens-là un nombre de traits récurrents. Et puis là, il est en train de parler d'autres. Moi, je me demande si. Moi, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai souvent l'impression qu'on a des discours qui sont juxtaposés et qui ne sont pas cohérents entre eux. Voilà, alors ça c'est très intéressant parce qu'à chacune de vos questions, il nous faudrait une conférence pour y répondre. Alors justement, en répondant en quelques secondes, je risque de mal être compris. Alors effectivement, c'est un petit peu difficile, mais j'ai Mercure en Bouche, j'ai des capacités d'aller catégoriser des concepts et ça peut donner l'impression ce que de décrire, mais effectivement, quand on fait des conversations en quelques secondes, ça prend encore beaucoup de risques d'être mal compris. Et lorsqu'on entend un interlocuteur comme vous êtes en train de faire dans quelques secondes, je sais que tout de suite, il va y avoir une bifurcation tout particulière dans notre esprit, parce que la parole est linéaire, la parole n'est pas un schéma heuristique qu'on peut examiner avec le paramètre qu'on peut avoir simultanément sous les yeux, c'est un fil linéaire, et ce fil linéaire, il engendre chez vous des bifurcations, des idées, et il faudra faire un orientation aussi sur l'image, pour pouvoir faire débloquer, et puis pour se comprendre, il faudrait faire comment dire en informatique, des liens hypertextes pour que vos pensées, les pensées que je déclenche, dans le transcendant, je déclenche une autre, et vous allez m'interrompre. Si un déclenchement est trop fort, si la bifurcation est trop forte, et si je suggère une interpellation ou une réflexion qui par ça. Alors, c'est la grande. Moi, il me semble, voyez-vous, pour répondre un peu à cette aporie, cette difficulté, c'est qu'en fin de compte, la société nous met alternativement dans les deux situations. À certaines époques, à certaines époques, on nous demande effectivement de revenir vers une certaine forme de centralité, de typologie idéale, et d'autres moments, c'est le moment où, au contraire, on va vers la diversification et l'individualisation. Et je pense qu'un être humain doit, et apprend, vous disiez vous-même que la vie nous apprend des choses, elle nous apprend à vivre sur ces deux plans successivement. Donc vous, effectivement, comme dit l'exercice, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on vous demande avant tout de savoir dépasser votre cas individuel pour retrouver quelque chose qui est d'ordre collectif, du partagé et du semblable et de l'unitaire. Et il y a d'autres moments où effectivement la porte est ouverte à la différenciation, la diversification, à des applications multiples. Vous plaidez pour le rôle de Neptune en ce moment et de mettre la possibilité de l'élargir et nous inviter à voir plus large et à ce moment-là faire ce que vous venez de décrire. Et comme vous disiez, Jupiter, Jupiter va être de pulvériser d'une façon neptunienne. Elle est dans une grande. Oui, il est clair que dans la dialectique poisson-vierge, effectivement, le poisson aurait tendance à globaliser et à unifier, et la Vierge à différencier et à diversifier, effectivement. Bon, je dis certain que si moi je ne m'intéresse pas au thème natal, mais je suis certain que les contradictions que je vois en vous, elles sont certainement, vous pourrez effectivement les trouver dans votre thème. Bien sûr, j'ai une position Neptune, Mercure. Voilà. Et l'année Vierge il faut presque prendre Saturne et un Neptune opposé, parce que Neptune Vierge, et un Saturne Poisson. Alors, il y a Saturne. Oui, mais je sais, mais en même temps, je crois fondamentalement que ce questionnement-là, il est propre à tout être humain. C'est-à-dire que nous sommes dans une société, nous sommes alternativement, ou successivement, ou simultanément, confrontés, quand vous achetez une machine à laver, vous n'attendez pas qu'on vous vende une machine qui a été marquée suffisamment pour vous.
Donc il y a beaucoup de choses dans la vie, et quand vous parlez une langue, vous n'attendez pas que votre imprimeur parle une langue qui est différente de la vôtre. Parce que là, vous avez... Bon, donc si vous êtes dans la vie courante, on est quand même bien content de profiter de produits qui sont vendus à 1000 exemplaires ou 10 millions d'exemplaires, de gens qui parlent d'une langue qu'on peut utiliser avec beaucoup de monde. On n'est pas tout le temps dans un processus d'individuation et de différenciation, heureusement. La vie deviendrait insupportable. Et en même temps, alors ça c'est la vie publique, si vous voulez, la vie d'être public. Alors au niveau privé, effectivement, les choses sont différentes. Donc il y a, c'est pas du tout propre à M. Mazur ou à Chantal Gourry, ça. C'est le propre de la condition humaine. La condition humaine est cyclique, la condition humaine est partagée entre plusieurs niveaux de conscience et de plusieurs plans. Et tout être humain doit être à la fois capable de vivre une vie privée et une vie personnelle, et à la fois de s'insérer dans une société qui a une certaine langue, qui a une certaine culture, et qui a une certaine société de consommation, tout simplement. Il y a une configuration de votre thème personnel qui vous pose problème ou qui vous a fait étudier certains ouvrages pour l'approfondir, ou une configuration dont vous êtes fier. J'en viens de Uranus, Mercure. Et vous-même, en fait, vous avez aussi des points un petit peu particuliers qui vous attirent. Oui, moi j'ai une lune dans la maison 4 qui voilà, dans le Verseau, intercepté, qui face à l'Uranus en maison 10. Ça vous réfléchissez beaucoup sur cette voilà, c'est une configuration et puis qui me. J'essaie, mais qui m'interroge et qui me fait rechercher justement plein de choses. Vous avez l'impression de progresser dans l'exploitation de ce petit à petit, mais voilà, mais c'est pas comme la vie en carte, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et alors, en ce moment, notre relation monastère, est-ce qu'elle des souffrances de progression avec Saturne qui est concerné par la progression, Mercure est passé 3 fois sur Saturne dans la progression. Oui, ça se passe dans les ondes actuellement, en fait, et ça me trouve dans le sens où j'ai Mercure rétrograde et naissance. Chaque fois que je retrouve un Mercure rétrograde, et quand ça moi j'ai encore progression directe. Oui, j'étais en fin de rétrogradation et c'est 6 ans. Et donc votre mais à l'âge de 6 ans, effectivement, il y a des objections importantes, des objections importantes, et probablement ça n'est pas assez normal. Oui, mais c'est pas quelque chose que je ressens. Vous avez quand même souvenir de l'âge de cet âge? Non, pas vraiment, mais c'est Mercure rétrograde, c'est quelque chose qui me parle, quand on m'a expliqué justement, ça m'a quelque chose qui m'a rassuré quand on m'a dit ça. Et justement, c'est un livre de Guterres qui en parle très bien. Dans ces aspects sur les et la définition qu'il a faite de Mercure rétrograde, il a vraiment fait des choses. C'est bien que ce ne soit pas figé, bien sûr, mais en même temps, c'est juste une image. Et je sens bien que dans le France, dans la disant, quand Mercure rétrograde, en moi se passe quand même. Et c'est dans des façons différentes. Oui, bien sûr. Là, c'est aussi intéressant de voir sur quoi on est obligé de revenir pour redémarrer d'une façon où nous ayons tenu compte des conflits de ce retour et sur tout à fait. ou sur pensée ou sur expérience. Oui. Alors donc, vous allez vous voir sur télécandidats, ça veut dire, mais en vous voyant, vous allez rencontrer beaucoup de jeunes, vous verrez qu'il y a, c'est très intéressant de réécouter, de revoir des personnes qui ont été interrogées comme ça, parce que chacun apporte un supplément, une brique à l'édifice général qui est l'astrologie. Je l'ai compris ce matin, parce que c'est ce matin, je suis allée écouter justement l'interview des faits d'Adeline Labouré l'année dernière présente. Et effectivement, je ne connais pas encore Adeline Labouré en tant que personne, mais c'est là où je me suis dit effectivement, c'est intéressant de pouvoir aller entendre ce que chacun peut dire
Il va être différent. Voilà, et effectivement, si justement c'est très éclectique, vous avez interrogé des personnes tout à fait différentes, des approches de l'astrologie différentes, donc je trouve ça intéressant ce que vous dites, de pouvoir aller écouter tous ces gens, et je pense que c'est assez toujours fait circuler. Merci. Mais l'idée, bon, on va essayer de revenir sur Rudyard, si vous voulez, parce que moi j'essaie toujours de comprendre Rudyard. Je n'arrive jamais à parfaitement comprendre ces personnages. C'est important pour vous, la fameuse affaire des phases, être né sous une certaine phase, c'est important. Vous savez, les phases lunaires. Vous êtes quoi, vous, par exemple, vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes quelle catégorie? Je suis en demi-carré, en fait. En une croissance demi-carré. Oui, petit croissant. Alors, c'est une typologie. Je sais qu'il y a la typologie des formes, des figures dans le thème. C'est les dessins. On a parlé le bol, et puis il y a la typologie aussi qui la propose. Donc, quelque part, on peut dire que de cette manière, Chantal Gori, vous avez des points communs avec tous les gens qui ont cette configuration. Oui, d'une façon générale. Donc, on va pas tous être pareils, mais effectivement, dans ce petit croissant. Oui, Rudyard, quand même, c'est ce côté masculin de Rudyard, il cherche quand même à faire apparaître des polarisations. Il cherche quand même à faire apparaître des typologies, hein, qu'on le veuille ou non. Malgré ce que dit Chantal, quelque part, quand même, il y a cette question de 8 grands types psychologiques qui met en place. Oui, mais il y a ça. De même qu'il y a 8 grandes figures planétaires dans le thème, enfin 8 grandes figures. Donc quelque part, il n'a pas renoncé à simplifier les choses. Parce qu'il ne les applique pas à une personne, il s'en sert de théorie que l'on va intégrer dans un raisonnement général pour définir une personne. Oui, voilà. On ne met pas les personnes dans ces types-là, mais on met une catégorie de réflexion, une catégorie où on met un groupe conceptuel que l'on va utiliser dans la cuisine que l'on va faire. On va prendre un exemple, Chantal. Bon, vous êtes de quel groupe de la numéro combien là? La Lune à 45 degrés d'abord, vraiment sur le carré. Imaginons par exemple, je vous présente une personne et je vous dis, elle a également la Lune à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? À quoi vous attendez? Qu'est-ce que vous allez trouver chez cette personne qui pourrait faire résonance avec ce que vous êtes? Parce que vous auriez ce point commun entre vous. Oui. Donc, quand vous avez affaire à quelqu'un, donc vous savez, soit qu'il a la même forme de thème, soit qu'il a le même rapport au niveau de la Lune, ça vous donne quand même des sentiments d'une proximité, d'une familiarité avec une personne. Donc, il ne faudrait pas exagérer, mais même des gens ne sont pas aussi extrêmes que ça. Elle reconnaît ça peut servir de savoir à quel groupe une personne appartient. Il ne faut déjà pas surveiller en lune croissante ou lune décroissante. Oui. Déjà, ces deux catégories, c'est intéressant. Oui. Parce que la lune croissante, on dira, et peut-être même cette règle Jonathan qui va suggérer ces idées-là, en lune croissante, on est dans l'action sans réflexion, la spontanéité de l'action. Et dans la lune décroissante, on est dans le tirer parti, la réflexion ou de l'expérience qui a été tentée pendant la phase croissante. Et justement, on conseille dans la phase croissante de les faire ces expériences parce qu'on n'aurait rien à conclure pendant la phase croissante. C'est déjà une autre catégorie, mais depuis cette phase croissante, elle est découpée en catégories encore, avec les 45 degrés, les 90 degrés, il y a la crise, et puis l'autre partie mondiale, et puis les 180 degrés. Donc les gens en pleine lune, ou une gibbeuse, ou tout de suite après la pleine lune, il y a une petite nuance. Mais pour comprendre ça, il est intéressant de suivre dans le champ noir ce qui se passe dans les phases, parce qu'il y a une analogie à faire. Et les jardiniers le font, puisqu'il y a certaines plantes qui mettent en lune croissante et d'autres en lune décroissante. Là, il y a aussi quelque chose à apprendre. Eh bien, quand on plante un enfant en lune croissante, ce n'est pas la même façon de planter, ce ne sera pas le même personnage que si on plante en lune décroissante. Il y aura des nuances. Vous avez des enfants vous-même? Non. Est-ce que vous feriez attention à ce que votre enfant naisse dans une certaine lune plutôt dans une autre? Non. On ne peut pas faire attention, ça veut dire le programmer. Enfin, à titre personnel. Et vous, c'est quoi votre forme de thème?
C'est la forme, si on regarde, dans les aspects, c'est le grand carré. Le grand carré. Et vous en parlez du grand carré, c'est pas le grand carré mystique? C'était un rectangle mystique avec 2 trombones et 2 sextiles. Mais le grand carré, il n'a pas aussi de diable. Oui. Vous avez pu étudier ça. Oui, c'est le grand carré, enfin pour moi, dans ce que je ressens dans mon thème, c'est beaucoup de tension. C'est un défi permanent. Voilà, carré, c'est en permanence Sur la brèche. sur la brèche. Pas. J'ai mal à trouver les mots pour l'instant, mais je le vis comme quelque chose qui me pousse en permanence. Pas à faire, pas à agir, mais qui me pousse dans mes retranchements, qui me pousse à changer, à me poser des questions si quelque chose ne va pas, et ne pas m'endormir sur mes lauriers. Il y a toujours quelque chose qui vient pousser. Si j'ai résolu quelque chose, il y a autre chose qui va venir pousser. C'est comme ça qu'il en parle, Audiard, ou c'est votre... Oui, c'est une grande dynamisation. Voilà, c'est soit dynamisation, soit blocage, justement. Parce que les grands carrés peuvent être en signe fixe, ils peuvent être en signe oui, non, voilà, et puis voilà. en signe cardinal aussi. Le votre grand carré, il est en scorpion taureau. Donc c'est signe fixe. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai exprimé en tension forte, parce que encore faut-il pouvoir les. Alors vous êtes une combinaison. Ils vont faire tourner. Donc vous êtes une combinaison de grand carré et de lune. De petits croissants de lune. Voilà, c'est ça. Alors on a étudié ce genre de combinaison. On a fait un bouquin là-dessus sur les combinaisons des deux typologies rodiériennes. Je pense pas. C'est un mélange détonnant, ça, cette combinaison. Ça va? Il faudra bien la connaître. Non, mais il y a ça, et puis il y a tout le reste. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse se prêter son thème par moment. Alors là, si vous prêtez mon thème, si vous prêtez l'autre, au bout d'un mois, je vous dis, est-ce que vous êtes intéressé, bien que ça n'appartienne pas à l'astrologie dualiste, mais à l'astrologie karmique, est-ce que vous êtes intéressé par l'axe des nœuds? Est-ce que c'est important au A, l'axe des nœuds, au sens où on en parle tellement actuellement oui, alors karma, dharma. Aura, je ne crois pas tellement, je ne sais plus bien. Mais vous, oui. Moi, ça m'intéresse. Oui, moi, c'est vraiment un des points sur lesquels je me. C'est un succès fou, ce truc-là. C'est devenu un must dans toutes les. Pour moi, ça montre une direction. Oui. Ça correspond à un besoin. Ouais, non, mais je veux dire, ce système correspond à un besoin. Je sais, quand je comme ça, on n'en parlait pas du tout. Enfin, on parlait des nœuds, mais on ne parlait pas d'un axe des nœuds qui aurait une situation de ces gens-là. Ça correspond à un besoin, justement. Moi, ça m'intéresse. Non pas que je m'en sers d'aucune façon, mais ça montre bien que, quelque part, le thème astral, c'est quelque chose de complexe, et que, quelque part, on est bien content de pouvoir simplifier les choses. Parce que quand on pense qu'il n'y a que 12 possibilités, et même 6, ça va 6. Mais non, parce que quand vous dites thème astral, thème astral, c'est égal personne. Donc il n'y a pas 12 personnalités, il y en a. Oui, je sais bien, il y a des. Oui, mais malgré tout, les gens sont bien contents d'avoir, de dire voilà, vous êtes un axe taureau-scorpion ou Gémeaux-Sagittaire, c'est pas indifférent. Et entre parenthèses, il n'y a pas un très grand nombre de combinaisons, il n'y en a pas infini. 2, ça revalorise le zodiaque. Qui était le pauvre zodiaque qu'on avait un petit peu mis de côté au niveau de l'astrologie individuelle et de la pratique. Là, au contraire, la symbolique zodiacale reprend ses droits. Moi, j'utilise les nœuds beaucoup plus dans l'axe maison que l'axe signe. Ah, d'accord, oui. Moi aussi, plutôt simplification. Ouais. Mais il faut faire attention à la simplification parce que les simplificateurs sont des falsificateurs. Et là, justement, il y a un grand risque et les auditeurs des conférences, on n'a pas eu le temps, en 2 heures de conférence, de les empêcher de se dire de juger, on va dire, c'est quoi, on va nous dire ça, sinon je crois, c'est pas du tout. Non, tout à fait. Il y a ces deux catégories comme vous dites, de gens qui ont été interpellés par quelques exemples qu'on a pu donner pendant la conférence. Oui, absolument. Alors c'est assez délicat. J'ai fait des émissions radio. Alors évidemment, avec les émissions radio qui ont version hebdomadaire, on peut petit à petit mais on ne sait pas si l'auditeur il écoute une et puis il
qu'il n'a pas écouté la précédente. Ça, c'est difficile aussi de faire monter le niveau dans le public de compréhension de l'astrologie telle qu'avec la richesse qu'on a trouvée dans l'astrologie. Même parmi les astrologues, parce qu'il y a une génération d'astrologues du temps de Rigotti, avec tous les concepts de William et de Marjol, eh bien, les gens qui étaient déjà, ils ont jamais été écoutés ils n'ont jamais été dans les séminaires, et ça leur manque. Mais c'était déjà des concurrents, donc ils ne vont pas écouter les conférences de seconde. Alors, on va peut-être voir ça comme ça, là, pour continuer à essayer de voir comment on pourrait participer à la dévulgarisation de l'astrologie. Donc, si vous faites des conférences, vous êtes déjà dans la démarche. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Oui. Mais est-ce que vous remarquez quand même une intensité d'attention que les gens ont en vous écoutant? Oui. Ils sont attentifs. Ils sont attentifs, oui, ils sont attentifs. Après, ça ne donnera pas forcément des suites, c'est-à-dire qu'ils vont partir. Après, je ne les reverrai pas, donc je ne sais pas du tout si. Mais durant le temps de la conférence, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose par rapport à l'astrologie. Donc ça, moi j'ai l'impression de semer quand même quelque chose par rapport justement à une dédramatisation et à une compréhension intéressante de l'astrologie. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était d'abord une conférence, déjà une conférence qui vous avait interpellé ou qui vous avait incité à vous intéresser à ce sujet. Hein. Ah, mais tout à fait. Ça a été le même cas. J'ai commencé en 80. Oui. J'ai écouté une conférence d'astrologie. C'est des amis qui m'avaient emmené presque de force, je suis allé vous dire. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est formidable, il faut que j'étudie. Voilà. Et puis il faut que je vérifie, donc j'ai vite allé prendre une consultation. Et ben voilà. C'était, comment il s'appelait, Marie-Thérèse, l'astrologue. On a vu qu'on a vu dans la campagne là-bas, dont vous avez parlé. Saint-Jean. Voilà, Christian Saint-Jean. Oh, alors celui-là, unique. Alors, 80 ans. et Dans donc, je me suis dit, j'ai vite pris rendez-vous. Et on m'a demandé mon ordinateur. Je suis vite allé à la mairie voir mon ordinateur. Et puis il a fait un petit dessin, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Il avait fait un rond avec des trucs, tout ça. Et quand il est resté là-dessus et qu'il m'a raconté tout ça de ma personne, je me suis dit, ça, il faut l'étudier. C'est génial. Mais ce qui est dommage, c'est quand on entend des psychologues diplômés qui ont écrit des bouquins, qui sont célèbres même médiatiquement, qui nous disent des insanités de critiques sur l'astrologie, c'est effrayant. Et en plus, qui nous affirment des choses, mais si les pauvres, s'ils avaient un petit peu étudié, ne serait-ce que les archétypes de chaque signe, ils n'auraient pas cette naïveté en psycho, mais même à la fac. Moi, je suis allé au cours de psycho à la fac pour justement un peu comprendre, mais je les trouve naïfs en matière de psychologie générale, ces gens-là, parce que l'astrologie apporte des paramètres qui tellement fondamentaux, dont ils ne tiennent pas compte parce qu'ils ne veulent pas. Parce que leur identité s'est faite avec leur petit savoir, et maintenant, si on leur propose autre chose, parce que les êtres humains sont ennemis de ce qu'ils ignorent. Ils se sont vite constitués une identité en apprenant dans leur programme scolaire et universitaire cela, et puis leur identité elle est fermée maintenant. Tout à fait. Là-dessus, et ils ne veulent plus tout ça, ils sont bornés par. Vous avez constaté. Ah oui, tout à fait, et c'est dommage, hein, parce que justement, je crois que tout est plus ou moins complémentaire en fait. Donc ça peut permettre vraiment de. Enfin, pour moi, le but, ça reste toujours d'aider l'être humain à aller mieux. En fait. C'est quand même le but que chacun retrouve un peu, soit bien dans ses baskets. Le reste, on s'en fout. Et il y a plein d'outils qui existent, et c'est vrai que l'astrologie a vraiment une mauvaise presse. Et dans vos consultations, est-ce que vous avez un petit peu remarqué la catégorie de plaintes ou de demandes que vos consultants vous font en vous demandant d'éclairer telle et telle partie de leur vie ou en se plaignant de tel et tel facteur d'existence?
Vous avez vu ce qui revient souvent dans la demande. Ce qui revient souvent, en fait, c'est souvent des personnes qui arrivent dans un moment de confusion. Dans un moment de confusion. Confusion par rapport à, justement, au sens de leur vie, par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ne veulent plus faire et qui sont dans un brouillard un petit peu. Donc c'est plus ces problématiques-là en fait. Je dirais c'est plus d'un sens général, de vraiment je comprends plus, je sais plus, je sais pas plus à qui je suis. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Encore une fois, j'ai pas 50 consultations par semaine. Oui, donc ça relativise aussi. Et parmi vos proches, vous étudiez oui. proches. Chantal Bory, Janine Tissot. Vous êtes toutes les deux les représentants de la VDAF au niveau du 42. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai vu votre photo. Donc, alors vous venez d'où, vous disiez? Moi, je suis de Montbrison. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, donc on va poursuivre un peu l'entretien. Vous n'appartenez pas à la même école que Chantal? Moi, j'ai fait l'école supérieure d'astrologie de Paris Voilà, avec Monique Fellini et Jacques Berton. Oui, oui, c'est ça. Mais ça fait 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'ai fait Parce que cette école, c'est une école très spéciale. Il n'étudie pas les formes. Elle appartient à l'école de Riguard, de l'astrologie humaniste. Alors, elle étudie un truc qui est connu chez ces gens-là. Moi, j'ai bien connu Berton il y a très longtemps. Jacques Berton, vous entendez parler de Jacques Berton? Non. L'ESA. Il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par l'ESA. Oui, par correspondance ou directement. Voilà, ils vous donnaient des cours sur place et puis par correspondance. Ça faisait sur 4 ans, puisqu'avec 4 ans. Ouais. Et vous avez commencé il y a longtemps, non? Je l'ai eu en 93, le diplôme, et là j'ai fait que des recherches, puisque j'avais un travail qui m'occupait à temps plein. Donc je faisais de l'astrologie, mais pour des amis où je faisais des recherches sur divers domaines que j'ai vu plus ou moins sur mon site internet. Vous aussi, vous avez un site? Oui. Oui. C'est Chantal Bory. Berton, c'est quand même un personnage tout à fait remarquable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ça, il donne des noms mythologiques de configuration, c'est ça? C'est ça. En fait, l'astrologie enseignée par Jacques Berton et Monique Fellini, voilà, ça se présente sous la forme l'astrologie traditionnelle, ça nous a occupé une année de cours, l'astropsychologie, l'astropsychanalyse, l'astrosexologie, l'astromythologie. Donc une analyse en fait de l'astrologie sous des angles progressifs qui nous amènent à en principe voir la globalité du sujet. Et c'est vrai qu'à partir de là, eh bien, ça m'a incité, moi qui avais un caractère un peu à aimer les recherches, je n'ai pas fait auprès de mon clientèle ou alors pour quelques années, mais j'ai fait à partir d'échantillons de population, par exemple, tous les passionnés d'aviation et ceux qui ont été les adopteurs de la guerre 14-18, les astres de la guerre 14-18. Et avec les données de Didier Gélin, eh bien, on a des personnages un peu par série, des prélats, les jockeys, la revue ici un petit peu comme ça me vient à la volée, les accordéonistes, etc. Voilà. Comment et tout ça pourquoi? Pour pouvoir découvrir ce qui fait le phylum commun des gens qui ont choisi un métier particulier, par exemple. Voilà, c'était ça. Alors, moi, c'est ma grande passion, ça, en ce moment. Je suis en train de faire tous les acteurs de la guerre de 14-18, enfin, acteurs principaux, la politique et les dignitaires de l'armée. Donc, ça permet de voir qu'il y a un Mars, par exemple. On s'en doutait. On s'en doutait, mais enfin, c'est intéressant, parce que quand même. Et puis, par exemple, en faisant les aviateurs, moi, je me suis rendu compte que c'était une découverte pour moi, c'est qu'il y en avait beaucoup, enfin quand je dis beaucoup, j'ai peut-être un tiers, il faudrait que je reprenne les statistiques, qui étaient marquées par le signe de la balance. Et je me dis que quand on est en avion, globalement, on recherche l'équilibre.
J'étais sur le coup surprise, mais finalement, c'était pas aussi original que ça. Et puis, ben, je voulais attaquer les architectes, là, parce que j'ai une bonne liste d'architectes, parce que j'ai recueilli des données pendant 200 là, auprès de Gélin, qui collecte énormément de données de naissance. Je suis abonnée à ce de naissance. Et aussi, à partir de données de naissance, ce que je recherche, c'est un très gros dossier, par exemple, sur Gustave Eiffel. Pas sous l'angle du personnage Eiffel, mais sous l'angle de tous les scientifiques qui ont croisé sa route, ou toute personne qui a croisé sa route et qui a travaillé avec lui, ou bien qui a traité avec Gustave Eiffel. Donc ça me permettait, mais pour l'instant, j'en ai encore rien fait, donc c'est des trucs que j'ai amassés. Et vous, Chantal Bory, vous avez fait comme ça des découvertes concernant des populations professionnelles ou spécifiques. Ça vous paraît pas un lycéen nécessaire ni intéressant Si, je pense que c'est très intéressant, mais c'est pas ma recherche en fait. Donc, mais je pense que ça peut être intéressant. J'étais très axée recherche, Oui. plus que consultation par la force des choses un peu. Et puis comme j'ai eu ce 5 ans en décembre, bien, je me suis dit cette fois c'est le moment de faire, c'est pourquoi j'ai passé le diplôme il y a 20 ans pour un cabinet d'astrologie. Enfin, on ne dit pas, donc pour moi c'est un peu... Si je me fais plaisir, je donne des cours dans un centre social aussi en Asie. Alors c'est un petit peu, c'est remis en question un peu toutes les années, y aura-t-il assez d'inscrits pour faire le cours? Jusqu'à présent ça a marché depuis pas mal d'années. C'est intéressant, il faut beaucoup de foi, parce que pour enseigner l'astrologie, il faut à la fois que les personnes soient suffisamment accrochées, pouvoir les distraire assez pour qu'elles restent accro du sujet. Parce que vous savez, c'est que je leur expliquais, on passait tout le matériel, tout à étudier les thèmes. Sur l'obsède, les signes, les planètes, les maisons, etc. Et puis après, quand on a passé à tout ça, eh bien, on se met un peu l'analyse des thèmes. Alors, je leur stimule, et puis je leur donne des thèmes et on essaie de voir comment c'est une ébauche d'interprétation. Et c'est vrai qu'il y a certaines années où ils sont vraiment très pertinents parce qu'ils arrivent à deviner de qui on parle, par exemple. Je leur donne le thème sans mettre le nom. Ce que fait Ghislain, Ça, c'est très intéressant parce que c'est pas. Sans leur donner tellement d'indications, mais on me dit, oh non, il y a tel aspect, il y a tel carré, il y a tel truc. Ah ben oui, mais ça me fait penser à tel personnage, et très souvent, et pourtant, des personnes qui étaient débutantes en astrologie. Donc je me dis que l'astrologie, ça marche, analyse du caractère. Enfin, vous les influencez dans la mesure où vous choisissez des thèmes qui sont Ce sont des personnages très publics que tout le monde connaît, mais c'est oui, mais je veux dire autant que des thèmes qui sont... Est-ce que vous avez déjà fait sur le travail assez simple de voir si telle personnalité que vous connaissez a un thème qui vous correspond? J'ai du mal à travailler sur les thèmes justement des personnages en fait, de gens connus et tout. C'est-à-dire, une fois qu'on connaît la personne ou qu'on connaît toute sa vie et tout, je crois qu'on peut faire dire ce qu'on veut au thème. On trouvera toujours quelque chose qui va correspondre. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'attire, mais je le respecte tout à fait, mais c'est pas ce qui m'attire dans l'astrologie. À votre avis, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est un peu une préoccupation de Tissot, mais aussi de monsieur, enfin de tous, mais toujours de manière un petit peu différente, qu'est-ce qui permettrait de prouver l'astrologie ou de la valider l'astrologie aux yeux des sceptiques, aux yeux des chercheurs c'est pas votre affaire Oui, non, c'est pas mon affaire. Mais vous-même, vous la validez quelque part. Mais vous l'avez validé. Votre façon, vous la validez. À vos yeux, vous la validez. Qu'est-ce qui la valide à vos yeux, l'astrologie? Ce qui la valide, c'est que je me retrouve dans ce que vous dites, dans ce qu'on m'a dit et dans ce que je comprends de l'astrologie. Et après, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à prouver, en fait, quelque part. C'est du subtil, là, c'est une alchimie, c'est pas prouvable par A plus B. Donc après, pour moi, on rentre dans des considérations qui n'en valent pas la peine. Je crois que l'astrologie, ça parle ou ça parle pas. En fait. Voilà, ça simpliste, là, c'est peut-être pour m'éviter justement de trouver des arguments pour convaincre.
Mais en fait, j'essaie pas de convaincre les gens. Moi, je dis que je suis astrologue. Après, les gens vont s'interroger ou vont m'interroger ou pas. S'ils ne m'interrogent pas, je ne vais pas essayer de... Je suis astrologue, hein, je vous l'ai dit, est-ce que voilà, non. Vous n'avez jamais à répondre à des questions sur ce qu'est l'astrologie, sur quoi c'est fondé, comment ça fonctionne. Ben, j'explique un petit peu comment je la comprends, Oui. mais après, c'est vrai que mes explications restent limitées, parce que je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas rentrer non plus dans chaque planète complètement. C'est ça. Mais en même temps, je crois que oui, je crois que plus on va essayer d'expliquer, plus on va la compliquer. Ah oui. Pourtant, certaines explications sont tendance en tout cas à simplifier. Si on explique des configurations, des groupes professionnels par une certaine configuration, c'est pas vraiment la compliquer. Oui. Bon, moi je crois que quand on convaincre quelqu'un de l'utilité ou de l'intérêt de l'astrologie, c'est de lui faire son thème. Après, il lui parle ou il lui parle pas. S'il lui parle pas, il faut... Ça ne sert à rien de vouloir essayer de convaincre que s'il faisait ci ou là, ou peut-être non. Et alors justement, le fait de faire le thème de quelqu'un, de quelle façon ça peut l'ébranler, ça susciter sa confiance en l'astrologie? Qu'est-ce qui va pouvoir l'interpeller alors? Qui va se dire, ah là là, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui va le frapper? Qu'est-ce qui va frapper quelqu'un qui va passer par cette épreuve dont vous parlez? C'est-à-dire, voilà, bon, faites-moi mon thème et puis je serai fixé. Des flatteries déjà. L'aspect, les aspects positifs de chaque planète et les convertir ou ne faire voir que le positif. C'est déjà une première façon de dire oui, c'est vrai, parce qu'il y a des positifs, il existe chez chaque être humain. Donc quand on parle de ce positif, ça peut déjà lui faire dire à une correspondance. C'est plus facile d'approuver une correspondance d'une chose positive que d'une chose négative. Tout à fait. Là, on élimine la chose négative, même si elle est très pertinente. Tandis que le positif, c'est une voie, c'est un chemin d'accès à la personne. Et puis après, petit à petit, si c'est nécessaire, pour la prévenir de quelque chose, eh bien, on va peut-être dire, attention, avec cette configuration dissonante, vous allez souvent me confronter, surtout que là, il est déjà être. Alors, elle ne le dit pas, mais ça lui confirme quelque chose qu'elle ne dira pas. Qui on peut aider, parce que le but c'est aider, c'est pas forcément de convaincre. Tout à fait. Alors justement, est-ce que vous employez cette expression souvent ça marche? Oui, ça marche. Non. C'est pas votre... Moi, c'est ça parle. Moi, je dis, en matière d'analyse du caractère, l'astrologie, ça marche. À 95%, je dis les termes, mais peu importe si ça convainc les personnes ou pas, mais après, quand je fais des causeries, j'en fais souvent avec des amis, si vous voulez, je vous parle de l'astrologie, vous faites une petite séance, on fait comme ça, je vous parle de tel signe, donc j'ai ça de plus en plus captivé parce qu'il se dit, oui, moi, oui, je peux, non, il doit être de signes. Et puis, quand on explique un petit peu, ça devient extrêmement vivant parce que ça leur rappelle des personnes, non pas pour tailler des costards, pour arranger le travail de son conjoint, de laquelle la conduit pas, mais c'est pour dire, voilà, finalement, on est tous différents. Et si on se connaît un petit peu mieux, la vie va on va peut-être pouvoir valoriser son propre caractère, développer davantage, et puis comprendre ses enfants, ses proches, etc. Parce que la grande affaire de l'humain, c'est de se dire, oh là là, l'autre, il n'est pas fait comme moi, et pourquoi il ne raisonne pas comme moi? Je ne vais pas faire ci. Moi, je serai à ta place, je ferai ça. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, les personnes, elles viennent aussi vers nous pour prendre des conseils, pour se faire aider. Elles sont dans l'embarras, souvent elles veulent l'avenir, surtout. Mais à travers l'avenir qu'on leur donne, qui est le plus incertain, je veux dire dans l'astrologie, mais par contre, on peut leur donner des pistes et finalement, ah oui, c'est ça. Et bien, c'est tout à fait ça. Et du coup, on dit, si vous pouviez nous faire le thème de mes enfants, parce qu'après, ils ont envie d'en savoir plus. Par exemple, un indice, simplement, moi j'ignorais l'astrologie, il y a 20 ans que j'ai passé les examens, mais j'avais mes enfants avant, j'avais un fils qui était, de temps en temps, je lui disais, mais tu as bien avec le diable, sans qu'on y fasse attention. Tu as bien dans le ventre. Voilà.
spontanément, voilà ce que je lui disais. Comme on peut le dire à n'importe quel enfant, mais que je ne disais pas à ma fille, je le disais à mon fils. Et quand j'ai fait son thème, il avait fait son scorpion. Écoutez, c'est 53, le diable, je le sentais, effectivement. Je ne faisais pas d'astrologie. Donc c'est vrai, non pas pour cataloguer, caricaturer en disant on a un maléfice, c'est fait pour la vie, non, si on a un thème difficile, tant mieux, c'est qu'il est fait pour quelque chose, c'est qu'il y a une marche à monter avec ça, c'est qu'il y a avancé, et souvent les personnes, ils ont besoin d'être réconfortés parce qu'elles vivent dans les mêmes, je vais rejoindre un peu ce que je dis, ils ne savent pas tout le panier les atouts sont là. Ils ont tous leurs outils, et comme nous, on a tous nos outils, soit on les utilise à contre-emploi, soit on ne les utilise pas du tout. Ça fait du mal ou du bien. Voilà, c'est ça. Et comme dit Jacques Bertrand dans les formations, quelqu'un qui sait manier le couteau, il peut faire un très bon chirurgien, il peut faire un très bon boucher, il peut faire un intelligent, comme ça. C'est ça. Il peut devenir un assassin. Et c'est passe toujours un peu ce figurateur, puis les temps après, tiens, il y en a un intéressant aussi qui a tenté d'assassiner Jacques Chirac. J'ai eu c'est vrai un monstre très puissant qui est très agressif. Je me suis dit, j'espère qu'il a eu le traitement qu'il faut en prison, qu'il a eu pour qu'il ne tombe pas dans une agressivité destructive comme ça. Quelqu'un qui a une pulsion chez lui, je ne sais pas, mais ça c'est vrai que. Cela dit, on ne peut pas dire le fils, et quand on termine un tel muet, la personne, c'est ça qui est grave. Elle n'a pas pris de rabais, la personne va pouvoir. Mais c'est ça qui va arracher l'astrologie. Ce n'est pas une prédestination, tant plus sur le pourtant, je ne me dérange pas, j'entends pleinement. Je ne veux pas passer de l'énergie à convaincre quelqu'un qui n'a que des critiques vis-à-vis de l'astrologie. Alors justement, je voudrais profiter de votre présence à toutes les deux pour voir, donc finalement vous êtes toutes les deux inscrites on dit l'AFDAF ou la FDAF, je sais pas, Paris on dit l'AFDAF. Normalement, vous pouvez plutôt la FDAF, je sais pas. Oui. L'expression classique, c'est l'AFDAF. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vous savez qu'il y a un code de déontologie à l'AFDAF. Est-ce que vous prenez très au sérieux ce code? Est-ce que vous le prenez d'une certaine manière? Il y a des gens qui n'ont pas voulu parce que, justement, ça met en question la possibilité de faire certaines activités ou de faire certaines prévisions. Est-ce que ça ne vous empêche pas de faire des prévisions de toute façon? Non, mais parce que je pense que la prévision est intéressante de l'instant. Moi, j'appelle ça le climat prévisionnel. Alors, la personne va se trouver dans un climat prévisionnel. Je volontiers quel enfant vous avez fait en ce temps, et si vous avez rencontré telle personne, si vous avez un accident de voiture, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire dans quel climat vous situez votre enfance prévisionnelle. Et donc à partir de là, elle garde ce lien avec la personne. C'est comme on disait tout à l'heure, entre le mieux et le moins bien, il y a toute la gamme du possible. On peut se douter de ce qu'elle va choisir, mais entre sa capacité à être conscient, sa capacité à réprimer, sa capacité d'inconscient. Ça va se jouer là-dessus. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont protesté ou qui n'ont pas voulu adhérer à cette présentation des choses? Après, il y a peut-être une querelle entre astrologues parisiens. Vous croyez que c'est simplement une question de querelle ou c'est une question de fond? Il y a des façons de faire. Le code déontologie de la FDAF me convient tout à fait parce que ça me parle bien. Je ne voudrais pas que l'astrologie devienne une machine à produire des prévisions, des prédictions comme ça, en disant oh ben l'astrologue m'a dit donc je vais divorcer, donc je m'empresse des démarches. On m'a dit ça, j'ai divorcé parce que l'astrologue m'a dit divorcer, je l'ai divorcé. Depuis quand ce serait l'astrologue qui dicterait à quelqu'un ce qu'elle veut? Chacun a son libre arbitre. Après, on lui dit climat prévisionnel qu'il sera. Et on peut pas être. Il n'y a pas de prédéterminisme dans la mesure où la personnalité humaine est suffisamment riche, elle a son propre libre arbitre. C'est un petit peu, c'est inconscient, mais c'est un peu dans ce sens-là. Elle veut améliorer sa vie globalement. En principe, c'est le but de la consultation. Voilà, donc c'est un peu qu'elle fasse meilleur ménage avec elle-même et qu'elle puisse
progresser sur elle-même et d'aimer mieux comprendre les autres. Moi, je pense que c'est déjà ça. Il n'y a pas d'affaire. Et vous, Madame Boré, qu'est-ce que vous pensez de la déontologie? De quelle forme de déontologie on peut mettre en avant? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme déontologie? Moi, le code de déontologie de l'AFDAF me convient bien. Ça correspond un petit peu à la façon dont je travaille. Après, effectivement, que certains veulent ou pas, je pense effectivement il y a certainement des querelles parisiennes ou d'astrologues, ou je sais pas, moi je suis dans l'astrologie depuis pas si longtemps et il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, même des gens connus, d'astrologues que je ne connais pas du tout. Donc je pense qu'il y a certainement des règlements de compte qui sont en train de se passer. Est-ce que vous auriez des suggestions à faire pour aller au-delà? au-delà? Presque peut-être deux métiers différents en fait. C'est peut-être deux approches différentes qui sont sous le même vocable. Très bien. Et toute la difficulté elle est là. Parce que justement, on a sous le nom d'astrologue, il y a donc des gens qui travaillent comme moi, d'autres qui travaillent comme vous, d'autres qui travaillent encore différemment. Et du coup, effectivement, ça crée une confusion parce que parfois les méthodes sont opposées les unes les autres. Donc peut-être qu'à un moment, effectivement, il faudra peut-être que chacun se sépare pour qu'il y ait deux dénominations. Là, la carte a proposé d'ailleurs. Oui, et moi je pense que c'est une bonne idée. Et les praticiens de l'astrologie, je sais pas, Et je sais plus, voilà, mais je pense que c'est une bonne idée parce que ça crée une confusion. Qui est le fondateur de l'AFDAF? Qui est le fondateur Qui est le fondateur de l'AFDAF? Je crois que c'est Alain Chivré, il me semble, qui est le président actuel. Mais il avait travaillé avec Robert Ciuta. Oui, mais l'AFDAF est né d'une scission avec les RAO. L'un a fait le RAO, l'autre a fait l'AFDAF. Et puis après, il y a aussi André Barrault avec... Et puis il y a eu une scission à l'intérieur de l'AFDAF aussi. Voilà. Alors, Didier Gesselin, par exemple, il n'appartient plus à l'AFDAF. Voilà, parce qu'ils se sont, oui, il s'est rallié à son maître, enfin son ami André Barrault, mais moi je suis amie avec Didier Gesselin, qui a le coup, je suis je suis restée amie avec Monique Calvin, avec qui on échange des lettres depuis 20 ans. Mais, c'est l'ami de Bertrand. Voilà, puis c'était les deux astrologues qui étaient à la tête de l'ESA. Vous savez, les questions de filiation associative, on peut en parler pendant 50 ans. Je veux dire, l'ESAP est elle-même une scission par rapport au Centre national d'astrologie. On pourrait. Enfin, moi, je suis un spécialiste de ces questions-là. On n'en finira pas. Mais l'idée de base, c'était de mettre fin au discrédit qu'on faisait sur l'astrologie par ceux qui voulaient vraiment prédire. Parce que ceux qui n'ont pas d'intuition ni de clairvoyance, eh bien, ils ont beau être doués dans toutes les connaissances des préceptes astrologiques, eh bien, ils vont se tromper, ils vont faire du 41-59-17. Et tantôt, ils vont à moitié, on s'en aperçoit dans la clé, la liste de discussion du CEDRA. Charvet, eh bien, quand il pose en exercice, eh bien, tous ceux qui jouent à cet exercice, il y a souvent 41, 59, ou même des fois plus, on ferait avec des dés, ça marchait encore mieux que si on demandait aux astrologues de se casser la tête pendant des heures sur une tentative de prédiction. Oui, mais il n'empêche qu'il existe en astrologie la révolution solaire. Elle existe, on peut s'en servir. La révolution lunaire, c'est un peu plus particularisant. Enfin, c'est un peu trop fugitif, mais la révolution solaire, elle a le mérite d'exister. Je dirais que ça donne une ambiance. Moi, je le qualifie d'ambiance, et pas plus. Après, la personne, elle garde son Et beaucoup veulent dire il va se passer ça et ça, et c'est ça qui discrédite l'astrologie. Est-ce que ça serait donc l'AFDAF a voulu. Est-ce que c'est pas un regain d'orgueil de la part de l'astrologue de se dire moi je sais, je vais dire ce qu'est le devenir de cette personne. Peut-être a-t-elle vraiment, dans ce cas-là, elle est voyante. Dans ce cas-là, elle est voyante. Mais j'aurais tendance à dire, moi, j'ai mon tempérament à dire, ne perdons pas de temps à se bagarrer entre nous, il y a tellement à faire en astrologie. Et un peu de tolérance là-dessus, et puis chacun voit les choses à sa manière. Tant mieux qu'on élève les lèvres pour nous fédérer. Ceux qui ne s'y sentent pas bien dans les divisions peuvent créer leur propre mouvement, mais et quand j'ai encore reçu... Je vous interromps parce qu'après, simplement, ce qui se passe, je pense, pour le grand public, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, je pense qu'il est très difficile de comprendre que ce que fait par exemple un astrologue qui va faire des prévisions mondiales, des choses comme ça, qui fait cette astrologie mondiale, de comprendre que cette personne s'appuie sur les mêmes choses que quelqu'un qui va faire le thème de la personne. Donc c'est là où il y a, je pense, une confusion des choses et où il faudrait peut-être qu'on n'ait pas la même dénomination. Parce que celui qui n'y connaît, et en plus,
se différencier de celui qui va faire l'horoscope dans le journal toutes les semaines. Voilà, donc comment voulez-vous que le grand public comprenne ce que c'est que l'astrologie? Donc je pense qu'à un moment, effectivement, il faut certainement lâcher sur un terme. Astrologue, moi j'aime bien, mais s'il faut que je me lève autrement, je ne suis pas Napoléon. C'est pas... Mais voilà, fédérer, le rôle d'une fédération, c'est de fédérer, mais encore faut-il fédérer justement des gens qui sont à peu près quand même qui se rassemblent, parce que sinon, si on fédère que des gens qui sont dans des oppositions, qui ne font pas du tout la même chose, bah, la fédération ne ressemble plus à rien. C'est peut-être ce qui se passait à la FDAF, qui rassemblait peut-être trop de métiers différents, entre guillemets, et donc à un moment, on ne peut plus avancer. Hein. Alors si on veut avancer, il faut effectivement qu'on ait quand même des choses en commun, et peut-être qu'on ait plus grand chose en commun avec certaines personnes. Je ne sais pas, moi sincèrement je vois ça de loin, d'une part de ma campagne, mais d'autre part parce que ce sont tous des gens que je ne connais pas. Donc je ne veux pas m'en mêler parce qu'en plus je pense qu'il y a certainement en plus des querelles personnelles qui font partie de ça. Et parfois des prétextes. Ça fait partie, voilà, mais je pense que voilà, c'est pour ça que je pense que c'est des règlements de compte. Donc moi je me dis, sans doute que je me mettrai peut-être plus en avant, en tout cas j'intégrerai vraiment la fédération d'une façon plus active. Après, une fois que tout ça sera nettoyé, et qu'effectivement on partira sur quelque chose de concret et de commun. Mais là, ça ne m'intéresse pas d'aller m'investir dans des trucs où je ne sais pas pourquoi. Parce que encore hier, aujourd'hui, je vous rejoins pour la partie, mais encore hier, aujourd'hui, j'ai été destinataire d'un message des astrologues qui se querellaient entre eux, qui devaient être, je ne sais pas comment ils avaient mon nom, ils avaient dû me prendre dans une liste qui venait de l'IDG-là ou bien de je ne sais pas, de je ne sais pas qui. Et là, qu'ils m'ont des destinataires, je les ai pris toutes, et pas vraiment destinataires, de leur échange épistolaire qui me concernait. Qu'est-ce qu'il disait, par exemple? Non, c'est vrai que le problème d'Internet, c'est que ça fait tache d'huile de façon incroyable. Hein. Oui, c'est comme ça que la FDAF a été perturbée, parce que c'était... la querelle sémantique entre un qui se traitait l'autre de mathématicien avec ses formules et un qui l'était moins. Alors, mais quand on met à témoin tout un ensemble de gens, c'est ça. Ah oui, non, mais alors, la personne qui m'avait mis à l'origine, elle s'est excusée. Elle m'a dit pardonnez-moi, je voulais pas vous. Une mauvaise manœuvre, on va dire. Mais au lieu de passer du temps à se quereller, qu'ils prennent du temps genre, à faire de la vraie astrologie. Ils fassent des thèmes, des études du personnage, et là, ils découvriront des choses. Oui, mais attendez, madame, là, vous allez réfléchir ensemble